Dis-moi ce que je veux savoir et je te laisserai tranquille. Pourquoi est-ce qu'il y a de lits ici? J'ai touché un point sensible, on dirait. Qui est-ce que tu caches? Tu es vieux et lent, tu n'aurais pas dû venir en garde. Certes, l'ensemble souffre d'un troisième acte superficiellement alambiqué et laborieusement expliqué, et surtout de la comparaison mécanique au Gone Girl de Fincher. Beaucoup moins tordu, radical et brillant que ce dernier, il n'en demeure pas moins que cette comédie noire, matinée de polar et inspirée par tout un pan du cinéma de genre français 50s et 60s, en témoigne entre autres le très cool score, est un véritable plaisir à suivre, à plus forte raison parce qu'il se trouve avant tout servi par deux brillantes comédiennes. Un colossal chaos organisé entre vie et mort, danse et horreur, tantôt vertigineux, tantôt grotesque. Un exercice de style dingue et brillant, une véritable expérience viscérale à la fois traumatisante et hilarante. Comme toute œuvre de Noé, j'adore et puis je déteste. Je suis emporté et puis ça me fout la gerbe, je loue et puis je m'énerve. Tout est contradiction et paradoxe, et cela me fascine comme aucun autre auteur en France. Un pur film de sale gosse, régressif, égotique, ironique, misanthrope et pseudo-subversif qui spignole un peu trop. Et en même temps, paradoxalement, une œuvre somme à la lisière de multiples genres, une monstrueuse comédie noire bourrée de fulgurances géniales qui fait tout et parfois même n'importe quoi, mais avec un sacré putain de panache. Je pense, avec le recul, qu'il s'agit là du seul Lars von Trier que j'apprécie vraiment, et c'est déjà énorme pour moi. C'est avant tout un vrai film de Juan Antonio Bayona, qui glisse tranquillement et presque imperceptiblement du film d'aventure saurien au pur film d'horreur gothique qui ne cesse de clamer la nécessité du monstre au cœur de notre imaginaire. La preuve qu'un grand réalisateur peut dynamiter de l'intérieur une franchise relativement calibrée pour accoucher d'un grand film, d'une humilité et d'une générosité sans faille, colossale déclaration d'amour aux créatures qui peuplent nos rêves et surtout nos cauchemars. Les larges trois quarts du film sont hyper appréciables, voire carrément mortels à certains instants. La séquence des chiottes, le plan séquence suivant Michael Myers en quête d'un couteau, l'acte final. Le petit quart restant témoigne de quelques choix et digressions d'écriture, pas inintéressantes, mais vraiment étranges. Le petit Black, la discussion des deux flics autour d'un sandwich. Cependant, une chose à mes yeux est fondamentale. J'ai cruellement envie de remater très vite cet Halloween. Donc oui, j'ai kiffé, malgré quelques légères réserves. Notons au passage que le score de Carpenter père et fils est juste parfait. The Strangers, premier du nom, s'illustrait en home invasion tendu, à mi-chemin entre Carpenter et Nakata. Avec sa suite, on bascule sur le slasher tout aussi radical et premier degré, une œuvre délicieusement référentielle, un slasher à l'ancienne, gorgé d'amour pour le genre investi, soigné, tout en générosité et en humilité, quelque part entre Halloween et Massacre à la tronçonneuse. Ça ne transcende aucun de ces modèles, c'est certain, mais c'est hautement recommandable et des idées de mise en scène sont vraiment très intéressantes. La séquence de la piscine est totalement aboutie graphiquement. Une suite très réussie,
aussi différente que déférente et cohérente. La grande classe somme toute. Une œuvre juste dingue, un conte chatoyant et violent, une créature étrange naviguant entre Méliès, Verne, Stevenson et Cronenberg. C'est beau comme un livre d'images, complètement expérimental et d'une poésie rare. Tant de séquences folles vues nulle part ailleurs, sublime sur impression, noir et blanc de toute beauté, explosion de couleurs inattendues. J'attends dès lors avec beaucoup d'impatience les futurs projets longs de Bertrand Mandico, véritable conteur et magicien de l'érotisme et du fantastique. Un thriller captivant de bout en bout, passionnant et ambigu. La mise en scène est d'une efficacité redoutable et le sound design est monstrueux. Certes, ils ne transcendent pas les codes, mais leur maîtrise est juste bluffante. Certainement l'une des professions de foi cinématographiques les plus touchantes vues cette année. Oui, c'est perfectible, mais cela transpire l'amour du genre, de ses personnages, de son univers. De la très bel ouvrage, c'est à n'en pas douter. Un vrai petit coup de cœur donc, dont l'humilité de la démarche et la sincérité à fleur de peau des émotions ne peut que profondément bouleverser le rêveur sur pellicule que je suis. Un remake absolument fascinant qui prend le parti de couper le cordon avec l'original d'une fort belle manière, à tel point que la comparaison n'est pas vraiment possible. En résulte une sorte de monstre étrange, captivant, chronique historique, ésotérique et fantastique sur l'endoctrinement, saturé de visions dantesques à la lisière du body horror et s'achevant sur un climax complètement jubilatoire, recoupant in extremis avec Argento et le final hilarant de la Terza Madre, branque, laid, gore, dégageant une poésie grotesque finalement ahurissante, surprenante et cathartique. Une proposition mythologique bancale mais ultra alléchante dont j'attends les 2 hypothétiques suites avec une sacrée impatience. Une claque monumentale. Spielberg est et demeurera le patron, humble mais ambitieux, ironique mais jamais cynique, inconditionnellement passionné. Ready Player One, c'est la déclaration d'amour ultime au cinéma, aux jeux vidéo, à la pop culture, qui ne cède à aucun instant à une quelconque putasserie nostalgique, qui célèbre son univers et les mythes qui la peuplent avec déférence et candeur, et surtout au moyen d'une mise en scène de fou furieux, où chaque séquence devient immédiatement un morceau de bravoure dantesque. Tout est incroyablement lisible malgré la foultitude de détails. Cette œuvre est juste dingue, irrémédiablement addictive, d'une maîtrise incroyable, parfaite même jusqu'au cœur de ses imperfections. Soyons sûrs et certains que Spielberg, certainement aux côtés de Zemeckis, Cameron, Del Toro, Jackson, Miller et Rémy, les enterrera tous. Soyez les témoins de la substantifique moelle et de l'aboutissement ultime du blockbuster. Le dernier Guillermo del Toro est une romance fantastique sur fond de guerre froide, visuellement magnifique, thématiquement extrêmement riche, à la fois naïve, touchante et poétique, tout en témoignant d'une véritable noirceur narrative et contextuelle. Magique déclaration d'amour à l'étrange créature du lac noir, dans lequel Del Toro se réapproprie un nombre incalculable de figures imposées tout en les pervertissant non sans un certain vice, The Shape of Water joue finalement l'innocence sans jamais plonger au cœur de la naïveté. L'ironie est constante, constamment féroce, sans concession. La dichotomie est donc totale car malgré cela, quel amour, que de générosité et l'humilité est sans borne. Il y a tant de choses à dire que nous pourrions cependant résumer en peu de mots, petit chef-d'œuvre. Certainement l'œuvre la plus mature et la plus maîtrisée de Pascal Laugier, un condensé de ses obsessions plus mesurées que ses précédents essais, mais tout aussi viscérales. Il témoigne d'une plus grande rigueur d'écriture, d'une radicalité ahurissante dans le traitement de la violence,
qui s'avère bien plus vicieuse et brutale que n'importe quel plan trashouille trop explicite de Martyr, et d'une différence absolue, touchante vis-à-vis de ses modèles, tout en ne tombant jamais dans la facilité de la citation stérile. Finalement, la plus grande réussite du film est de déclarer son amour indéfectible à Lovecraft, sans pour autant faire du Lovecraft, en trouvant puis en suivant sa propre voie. Un très grand film d'horreur traitant de la notion de point de vue et de la perception qui en découle. Juste un vrai petit bonheur. Absurde, grotesque, ravissant, gore, sexy, romantique, poétique, angoissant, Under the Silver Lake est une œuvre d'une richesse inouïe qui, au même titre qu'un Ready Player One, est une déclaration d'amour inconditionnel à la pop culture, mais témoigne également du danger qui la guette. À mes yeux, un petit chef-d'œuvre, une sorte de monstre filmique, noir comme l'enfer, caché sous les traits d'une gourmandise délicate, douce et sucrée, absolument ludique et définitivement jubilatoire. Hérédité de Ari Aster est juste terrifiant, glauque et malsain, d'une maîtrise absolue, à peine ternie par quelques micro-soucis de rythme. Il réussit brillamment tout ce qu'il entreprend avec une radicalité de fond et de forme qui force le respect. Ajoutez à cela une interprétation absolument ahurissante et vous obtenez, et pour une fois la comparaison avec l'Exorciste de Friedkin n'est pas usurpée, l'œuvre la plus traumatisante de ces 10 dernières années, un trip névrotique et fantastique d'une noirceur abyssale jouant à la perfection de l'inquiétante étrangeté. Rares sont les fois où je flippe vraiment, où des frissons me parcourent l'échine lorsque je suis confronté à des visions horrifiques déstabilisantes. Ici, je n'en menais pas large. Une œuvre superbe, bouleversante, poétique et terrifiante, d'une sincérité totale et d'une cohérence absolue. Flanagan travaille en profondeur toutes ses obsessions, nous offre une forme d'achèvement à sa filmographie d'une puissance émotionnelle rare. Formellement, c'est souvent brillant, l'épisode 6 en particulier, mais jamais cela n'est superficiel. Tout geste graphique est avant tout là pour servir la narration, pour se faire le vecteur d'émotions pures, d'un propos qui résonne comme une véritable profession de foi créative. Un très grand bonheur, gorgé d'amour à tous les niveaux. Une très belle surprise qui mérite amplement sa flatteuse réputation. Gareth Evans s'est indéniablement posé une ambiance, développé des personnages attachants et une mythologie captivante. Le tout servi par une mise en scène très inspirée. On retrouve son savoir-faire pour l'action bourrine, mais pas que, ainsi que pour le gore décomplexé. Le dernier acte, à ce titre, se lâche grave. Malgré quelques légères baisses de rythme, une œuvre excellente, passionnante, fascinante, doublée d'une des meilleures productions Netflix vues depuis un bon bout de temps. Alors oui, l'œuvre, dès ses premières secondes, apparaît comme techniquement datée, chute de framerates extrêmement régulière, absence de travail véritable sur les textures, animation très approximative, mécanisme de gameplay maladroit. Les défauts en la matière sont légion. Et pourtant, cela n'a strictement aucune importance. L'écriture est parfaite, l'interprétation aux petits oignons, la direction artistique est hyper inspirée, et l'ambiance générale rend totalement justice à la folie Lovecraftienne. Dès ces mêmes premières secondes qui nous avaient fait percevoir les limites graphiques, on est irrémédiablement captivé et jamais nous ne verrons notre intérêt baisser tant que le fin mot de l'histoire n'aura pas été prononcé. Call of Cthulhu est un pur FPS narratif qui fait partie de ces œuvres magistrales d'une déférence et d'une sincérité absolue qui préfère sacrifier la forme pour offrir un fond tellement gourmand pour notre imaginaire. Chez Lovecraft, ce n'est pas tant ce que l'on voit qui nous fascine, mais ce que notre esprit produit à l'aune de ce que l'on nous décrit volontairement vaguement. Son expression vidéoludique l'a parfaitement comprise. Certes,
l'on peut objecter à la nouvelle œuvre développée par Quantic Dream un manque de gameplay strict. L'expérience vidéoludique n'en demeure pas moins passionnante, émotionnellement extrêmement puissante, interrogeant constamment notre morale et notre propension à l'identification, tout en développant, sur ses bases, une arborescence narrative colossale et inédite. Le trop-plein référentiel aura beau irriter certains cinéphiles, difficile de ne pas reconnaître un véritable travail de digestion d'un imaginaire science-fictif, somme toute relativement classique, de réappropriation, voire de transcendance de ce dernier, et surtout de certains codes et passages obligés qui deviennent dès lors vecteurs d'un pur vertige émotionnel, de sens, d'un sens bien plus profond qu'il n'y paraît. Un grand moment d'immersion donc, peut-être pas là où on l'attend, mais d'une puissance évocatrice indéniable qui confère de nouvelles et fascinantes lettres de noblesse au finalement tout jeune art qu'est le jeu vidéo. Le GOTY 2018, sans aucune contestation ni hésitation. La mise en scène est absolument hallucinante. Tout le monde n'a cessé de le répéter, mais la première rencontre avec l'étranger est un morceau de bravoure complètement ébouriffant et surtout inédit. Graphiquement, c'est juste incroyable et narrativement, c'est absolument bouleversant. God of War avait su achever et transcender le beat'em all, si l'on peut dire classique, avec la trilogie originelle, tout en proposant un vrai discours philosophique profondément subversif en guise de trame. Avait quelque peu stagné avec Ascension, et, remise en question oblige, c'est parfaitement adapté aux nouveaux standards vidéoludiques, sans pour autant nier sa substantifique moelle. En résulte donc un soft qui emprunte indéniablement à The Last of Us, pour sa posture d'écriture, à Zelda, pour sa mécanique de monde semi-ouvert, à Dark Souls pour ses combats, certes moins exigeants, mais proposant un gameplay relativement similaire, tout en poussant ses idées et concepts dans ses ultimes retranchements pour offrir un spectacle total, épique, magique, d'une sincérité émotionnelle indéniable. Un chef-d'œuvre instantané, ouvrant un nouveau pan de la saga qui promet d'être aussi fou que le précédent.